plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines. On attend évidemment toutes vos questions tout au long de cette émission grâce au chat interactif à côté de cette vidéo. Et ceux qui seront connectés à leur compte Décideur TV auront peut-être la chance de gagner le téléphone des décideurs offert par notre partenaire, que voici, Invoxia. Lancer sa start-up, c'est bien, mais c'est aussi le début des réjouissantes difficultés de l'entrepreneur, au premier rang desquelles, évidemment, le choix du nom de son entreprise. Comment choisir un beau nom, un beau logo, bref, comment bâtir son univers de marque quand on lance sa start-up, c'est le sujet de l'émission du jour. Et pour éviter à l'avenir de vous arracher les cheveux, voire de vous crêper le chignon avec votre associé, deux entrepreneurs vont vous partager leur expérience en la matière. Marcel Botton, bonjour. Bonjour. On peut le dire, vous êtes un peu le gourou des noms de marques. Vous êtes économiste, passionné par les mots et entrepreneur, puisque vous avez créé en 1981 Nomen, qui est la première société de naming, qui est aujourd'hui à l'origine de nombreux noms connus de tout le monde. Thales, Vinci, Price Minister, Pôle emploi, mais aussi de noms de produits comme Vélib, Clio et 1500 autres. Voilà, c'est vous qui êtes à l'origine de tous ces noms. Je confirme. Sur ce plateau également, Antonin Chartier, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Jimmy Fairly, la marque de lunettes haut de gamme qui entend bien damer le pion aux géants du secteur avec un prix unique de 95 € la paire pour des verres simples. Bienvenue à vous. Merci. Alors on va commencer cette émission avec vous Marcel. Quand vous êtes lancé il y a maintenant une trentaine d'années, est-ce que le nom d'une marque ou d'un produit était aussi stratégique que maintenant avec le web, le référencement et toutes ces notions d'univers de marque? Non, alors le web évidemment n'existait pas. On était au balbutiement même de l'informatique. Je me rappelle, je travaillais sur un Apple II qui avait 16K de mémoire. Bon. Et on avait des floppy disks et tout ça. Donc le nom avait une fonction différente. La notion même de référencement n'existait pas. Maintenant, le nom était déjà important. Moi, je l'ai bricolé, forcément. J'étais mon premier client. C'était la première fois qu'on créait une entreprise autour de ce concept de créateur de nom. Oui. Alors donc j'ai pris un nom qui me plaisait, qui est Nomen, qui veut dire nom en latin. Ouais. Je n'ai pas fait tout ce qu'aujourd'hui je recommande de faire, et donc j'ai fait des bêtises. Ouais. Bon, par exemple je vous donne un exemple. Sur ce nom-là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est très sourd. Nomen, alors les gens se trompent, il fait Nomen, Momenen, bon, ils se trompent, quoi. Bon. Et puis tous les pays anglo-saxons n'ont pas notre culture latine, enfin pas suffisamment, et ils ne savent pas que Nomen, ça veut dire nom en latin, puisque Nomen, ça veut dire nom en latin. Et ils entendent no men, pas d'homme. Et donc ça va pas du tout. Bon, maintenant, c'est parti, il fallait les garder. C'est les plus mal chaussés. Oui, les cordonniers les plus mal chaussés, voilà. Donc j'ai fait des bêtises, mais c'est normal. Alors j'ai lu dans une interview que vous disiez qu'un mauvais nom de marque en soi n'est pas rédhibitoire, mais un bon nom, ça permet un gain de temps. Alors expliquez-nous justement pourquoi est-ce qu'un bon nom, c'est un gain de temps finalement. En gros, un Parisien, un Français connaît à peu près 2000 marques. Nous, on arrive, qu'on s'appelle Jimmy Fairly, ou qu'on s'appelle Nomen, ou qu'on s'appelle Décideur TV, on arrive et on est le 2001e en quelque sorte. Il faut se faire une place. Bon. Alors, si on a un nom tout à fait plat, banal, tiède, etc., les gens vont pas accrocher, il va falloir matraquer beaucoup. Si on a un nom qui surprend, qui est fort un peu, qui capte l'attention, on va gagner du temps. Et on va économiser de la pub, c'est la même chose. Oui, je comprends. Du temps et de l'argent, du coup. Oui, et comme on parle des startups ici, comme on n'a pas des budgets de pub colossaux à investir, autant, si le nom pouvait faire une partie du travail, ce serait pas mal. Bon, on va essayer de voir du coup dans cette émission comment est-ce qu'on choisit justement un bon nom de marque. On va essayer d'avoir quelques astuces. D'ailleurs, si vous réfléchissez en créant votre startup à des noms, vous voulez les proposer aujourd'hui, écoutez, soumettez-les à nos invités, on en discutera. Absolument. Antonin, qui est Jimmy Fairly? Est-ce qu'il existe? Non, il n'existe pas. Triste. Donc, je crois que c'est un nom, ça vient du nom de glace à la base. Non, il y a une histoire de glace, racontez-nous un peu. En fait, il fallait trouver un nom, mais moi je voulais pas appeler ça antoninchartier.com. Comme un des célèbres opticiens que tout le monde connaît qui a mis son nom. Et du coup, je me suis confronté à une problématique, c'est que tous les sites en .com, enfin tous les noms de domaine en .com en dessous de 6 lettres sont déjà réservés. Donc moi, comme à la base, Jimmy Fairly, c'était un concept web qui se faisait uniquement sur Internet, il fallait trouver un nom disponible en .com. Donc le nom de domaine, ça commençait. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à chercher un nom composé qui sonne bien, qui sonne anglo-saxon. Et pendant le brainstorming, il y avait une nana qui était avec nous qui mangeait une glace de Ben & Jerry's dont le parfum est Fairly Nuts.
Et je me suis dit que Fairly, c'était très très bien. Ça sonnait, puisqu'on a le concept du buy one give one, où pour chaque paire de lunettes achetées, on donne une paire à une personne dans le besoin. Des valeurs sociales dans l'entreprise. Donc Fairly, c'était top. Et il fallait trouver un prénom. Alors au début, on a pensé à Johnny, mais bon, il y a Optique 2000 qui avait Johnny Hallyday, c'était pas top. Ouais. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est Jimmy, et Jimmy Fairly. Et quand j'ai dit Jimmy Fairly, tout le monde a aimé. Et puis on est parti là-dessus. D'accord. Est-ce que, comme je le disais en introduction, ça a été difficile, ça a été des nuits à s'arracher les cheveux, etc. Ou ça s'est fait dans la… Est-ce que l'accouchement s'est fait dans la douceur pour vous? Bah moi, j'ai créé plusieurs boîtes et plusieurs fois, je me rappelle du moment où je cherchais le nom. Moi, personnellement, c'est un passage que j'aime pas trop parce qu'il est hyper compliqué. Et il prend beaucoup de temps. Et très engageant sur la suite après. Enfin, voilà, Et puis il est basé sur rien, on n'a pas vraiment de savoir là-dessus au début quand on commence. Ouais. Et pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que l'entourage va nous dire si tu fais des lunettes, appelle ça lunettes.com et puis sur ton logo mets lunettes. Oui, voilà, absolument. Et puis après, non, voilà, du coup, c'est un nom abstrait ou qui n'existe pas, donc il faut l'inventer, il faut que ça sonne bien, il faut plein de choses, il faut que ce soit disponible en .com. Et juste pour l'anecdote, est-ce que Jimmy Fairly aurait pu s'appeler différemment? Est-ce que vous hésitiez avec d'autres noms Très probablement, mais je m'en rappelle. Ouais, c'est sûr, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. En fait, dès qu'on a dit Jimmy Fairly, ça a coulé de source. Ouais, c'était bien et on est resté là-dessus. C'est les noms auxquels vous avez échappé, demande Kevin. Je peux vous en citer un, par exemple. Oui. Pôle emploi, normalement, aurait dû s'appeler Noé. Nouvel opérateur pour l'emploi. Bon, c'est des noms qu'on avait trouvés, tout le monde était d'accord. Et puis, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui décidait. Puis quand tu lui as montré le nom, ça ne lui a pas plu, donc on a dû recommencer. Voilà. Ça, c'est un nom auquel on a échappé, mais ça aurait pu s'appeler Noé. D'accord. Bah, écoutez, c'est… Mais sauf qu'avec Noé, Pôle emploi, ça fait des polices, par exemple, alors qu'avec Noé, je ne sais pas ce que ça aurait fait. Large de Noé. Oui, ça fait un peu ça dans l'esprit. Comment est-ce qu'on choisit, Marcel, justement? Alors, il y a Antoine qui nous demande quels sont les pièges à éviter quand on choisit un nom. Donc, évidemment, là, c'est la question, c'est le thème de l'émission, donc c'est difficile. On peut mettre en avant quand Première notion, la mode. Je crois que c'est un de vos créneaux. Vous dites qu'il ne faut pas forcément vouloir suivre les tendances pour être pérenne dans le temps. Autant le logo peut être à la mode, parce qu'un logo, ça change. Une marque, ça ne se change pas. Quand on a un nom, on a un nom. Il n'y a pas de raison de changer, sauf incident de parcours. Mais donc, un nom ne doit pas être à la mode. C'est le seul signe de propriété intellectuelle qui est perpétuel. C'est-à-dire qu'un nom peut durer des siècles. N'importe quel autre signe, c'est limité dans le temps. Donc, il ne faut pas être à la mode. Ça, c'est un des premiers pièges. Alors, c'est difficile, parce qu'on est à la mode sans le savoir, des fois. Bon, on dit, tiens, moi j'aime bien le bleu, on prend une chemise bleue, on croit qu'on l'a choisi, puis en fait, on est à la mode sans s'en rendre compte. Donc, c'est vrai pour les marques aussi. Il y a eu une époque où il y avait plein de marques en 2 os, par exemple. Wanadoo, Kelkoo, etc. Bon. Toutes les boîtes de conseils qui finissent en IA, là. Il y a toutes les boîtes de conseils qui finissent en IA et qui commencent par A. Il y a les IS, les IA, les IO. Oui, absolument. Alors ça, il faut éviter ça. Un autre petit piège peut-être que je peux évoquer, c'est penser, même si c'est des startups, un jour, ils vont peut-être réussir, ces startups, c'est ce qu'on leur souhaite, et ils vont peut-être aller à l'étranger. Surtout quand on est sur Internet, forcément, ça passe à plein de gens. Donc la langue du monde aujourd'hui, c'est l'anglais, enfin l'anglais et le chinois, mais le chinois, c'est compliqué. Donc pensez aux langues étrangères et vérifiez que votre nom n'est pas une grosse absurdité. Il y a par exemple un site britannique qui fait du séquestre, c'est-à-dire de conservation de fonds de confiance, la confiance, qui s'appelle escrow. qui veut dire séquestre en anglais, mais qui en français, je veux dire, ça passera jamais. C'est difficile de venir attaquer le marché il y a une français, boisson, je vous ai apporté une boisson croate, qui est à base de citron, je ne sais pas si on peut la cadrer. Attendez, François va la Oui, mais on va essayer de la cadrer. C'est marqué pipi, je rassure. Oui, et en plus, c'est la couleur… Elle s'appelle pipi, elle est jaune. Bon, ils ne sont pas prêts de la vendre en France. Et ils y ont pensé, ils voulaient exporter en Europe et tout, mais même en anglais, ça ne marche pas d'ailleurs. Bon, voilà, là, ça, faut… Alors, comment on fait? On va se promener sur Internet, on appelle des copains, on a toujours un copain en Allemagne, un copain aux États-Unis, enfin quelques pays clés, puis on les appelle, on vérifie que ce n'est pas une grosse bêtise. Alors, on va essayer de prendre des questions. Marius nous demande, est-ce qu'un bon nom peut sauver un mauvais produit, et inversement, est-ce qu'un mauvais nom peut planter un bon produit? Alors moi j'ai une doctrine là-dessus. On peut réussir avec un bon produit et un mauvais nom. On peut tromper son monde avec un bon nom et un mauvais produit pendant quelques temps, mais pas longtemps. On peut faire illusion. Mais donc la base de tout, c'est quand même un bon produit. Heureusement. D'accord. 100%. À la terme, ça… Il y a plein de produits qui ont des mauvais noms. Je ne sais pas, Toys R Us pour des Français, c'est un nom qui est à coucher dehors. On ne comprend même pas la blague ni rien. Mais peu importe, ils ont un produit, ils le font, ils assurent. Donc on peut se débrouiller avec un mauvais nom. N nous demande comment savoir quand on a le bon, quand s'arrêter de chercher.
Vous, ça s'est fait quand, Thomas? Ouais, vous vous dites, c'est vraiment, il y a eu le foot général. Appeler Nomen. Et sinon, faire confiance au bon sens, c'est-à-dire déjà vérifier qu'il soit disponible sur le .com, vérifier qu'il soit disponible dans les différentes classes à l'INPI dans lesquelles on va exercer, regarder que ça marche bien à l'étranger et que ce soit facilement, qu'on puisse le retenir facilement, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il doit dire un nom de marque? Est-ce que on parlait d'univers justement, est-ce que le nom de marque doit raconter le produit, raconter les valeurs, raconter… qu'est-ce qu'il doit dire à votre avis un nom de marque? Moi, à mon avis, le nom de marque doit surtout pas, sauf dans les services très fonctionnels, par exemple online, si on parle de marque mode ou avec de la créativité, ça doit surtout pas évoquer ce qu'on fait. Ça doit être abstrait au maximum. Faut pas s'appeler… lunettes de designer, par exemple, je trouve que ça serait une erreur. Et après, c'est en fonction du positionnement. Par exemple, nous, on essaie d'avoir un positionnement haut de gamme. Quand on a lancé Jimmy Fairly, on était plus sur un positionnement cool parce qu'on était uniquement en ligne. Maintenant, on a des boutiques. Donc, on s'adressait à un public plus jeune online. Donc, ça sonnait beaucoup plus cool. Voilà, si on veut être vraiment dans un nom plus haut de gamme, il faut peut-être être un peu plus court, un peu plus froid. Enfin voilà, c'est en fonction du positionnement, je trouve. Alors on a beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses qui nous demandent de leur trouver des noms, en tout cas de les aider. On va répondre à leurs questions après. Je voulais juste passer sur une autre question d'un internaute justement qui nous parlait de la protection juridique. Comment fait-on pour protéger son nom de société? Alors vous êtes expert, Marcel, dans ce domaine. Alors comment ça marche? Protéger, c'est facile. On va à l'INPI. Il y a des bureaux à Paris. Et en région aussi. Mais en région, donc il n'y a pas de souci. On remplit un formulaire, on dépose, on paye une certaine somme qui n'est pas très élevée et on est protégé pour… c'est quoi, c'est 200-300 € de mémoire? Oui, c'est de cet ordre de grandeur, suivant le nombre de classes, et on est protégé pour 10 ans. Bon, ça c'est la protection. Mais ce qui est très important et ce qui est difficile pour les startups, c'est qu'il faut que la marque soit disponible. Donc il faut faire ce qu'on appelle une recherche de disponibilité. Alors autant sur le .com ou le point quelque chose, c'est facile, vous tapez, c'est libre ou ça ne l'est pas. Bon. Sur les marques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle peut être libre à l'identique, mais il peut y avoir des choses qui ressemblent. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a déposé pour les lunettes dans cette classe Johnny Fairly, par exemple, c'est un obstacle majeur. Bon, majeur. Donc il faut faire une recherche et examiner. Ça, honnêtement, je pense qu'il faut passer par un spécialiste. Et en fait, vous voulez dire que si on achète, enfin on protège sa marque, mais que quelqu'un l'avait fait avant sur une équivalence, vous allez être embêté. On est embêté. Donc il faut faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous avez trouvé Jimmy Fairly, disons, vous faites une recherche de disponibilité, ça s'appelle comme ça. Sur l'INPI, justement. L'INPI le fait très bien. Mais pour analyser, je vous conseille fortement de vous adresser à un spécialiste parce que… Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? Là, il faut connaître un peu la jurisprudence. Alors là-dessus, je pense qu'il… Alors je sais que c'est difficile pour une start-up de consacrer des sous à ça, mais bon, je le recommande chaudement. Antonin, vous, comment vous êtes pris Est-ce que vous êtes passé par la case INPI ou… Bah ouais, par la case INPI, mais après on a fait ça en mode… fait avec des bouts de ficelle, quoi. On a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas appelé de conseil, on a fait ça un peu à l'arrache, on a eu de la chance. Mais moi, je me demandais, est-ce que ça a une importance de le déposer à son nom ou au nom de l'entreprise? Est-ce que ça change quelque chose concrètement? Si un jour vous espérez faire venir des investisseurs, la première chose qu'ils regardent, c'est à qui appartient la marque. On dit, elle est à vous? Non, il faut la remettre dans l'entreprise. D'accord. Si c'est pour attirer des investisseurs, il faut que la marque soit dans l'entreprise. Si par contre vous la gardez, ça permet parfois des montages, d'optimisation, des choses comme ça. Bon, très bien. J'espère qu'on a répondu à vos questions sur la protection du nom de marque. Alors, on va essayer de prendre des questions des internautes là, qui nous demandent. Alors déjà, le premier, OSS 117, que pensez-vous du nom Décideur TV? Bon, c'est facile. Effectivement. Un peu d'autopromo. Est-ce que c'est un bon nom de marque, Décideur TV? Écoutez, moi je trouve pas mal du tout. Maintenant, je reprends un peu ce que disait Antonin. Je suis content qu'il ait dit il ne faut pas prendre un nom qui décrit trop. Sauf cas particulier, il ne faut pas prendre un nom qui décrit trop. C'est rare que les gens disent ça. Souvent, ils disent le contraire et ils ont tort, sauf cas particulier. Parce que tout change vite. Alors, si vous vous appelez lunettesbonmarché.com et puis d'un seul coup, vous dites non, mon positionnement, c'est plutôt de faire du luxe avec un nom qui s'appelle Lunettes Bon Marché, vous êtes planté. Quand vous faites, il y a un journal qui s'appelle Les Occasions et qui fait des rubriques de rencontres. S'appeler Les Occasions pour faire des rencontres, c'est pas terrible. Hein. Bon, voilà. Donc, il faut garder, quand on a un nom un peu abstrait, comme dit, nous on dit non signifiant, mais c'est la même chose,
ça permet de bouger, quoi. C'est-à-dire de changer un petit peu d'activité en fonction du marché. Alors, il y a un de nos partenaires aussi qui rediffuse cette émission, le magazine des startups, Madines, qui nous demande est-ce que son nom est le bon aussi. Est-ce que Madines est un bon nom pour un magazine de start-up? MADDYNE2S. Madines, moi j'entends madness, folie, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi aussi. L'entrepreneur est un peu fou. fou. L'entrepreneur est un homme fou. Il faut être fou pour être entrepreneur en France aujourd'hui. C'est formidable. C'est formidable. Alors, Sophie nous demande, je souhaite développer la vente à domicile de vêtements de grossesse et lingerie. Avez-vous un conseil sur le nom que je pourrais utiliser? Un nom gratuit, là, comme ça. C'est ça, ouais. Sophie profite de votre passage sur le plateau. Moi, en tout cas, il y a un nom que je trouve génial dans ce domaine-là, c'est Envie de fraise. Envie de fraise, c'est Laure Constanza, la société. Ouais, c'est vrai que c'est très bon. Mais mais Princesse Tam Tam aussi, c'est génial aussi. Voilà. Ouais, ça raconte un univers, Et puis c'est bien décalé, quoi. C'est des noms qui marquent. Ouais. Envie de fraise, Princesse Tam Tam. On a envie très d'aller bien. voir, quoi. Je vous propose de continuer ce petit jeu avec des startups qu'on a reçues sur ce plateau avant vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Je vais commencer par une première startup. Elle s'appelle Litchi, Céline Lazorte, qui était venue parler de l'incubation. Qu'est-ce que vous pensez de Litchi, cagnotte en ligne? Est-ce que c'est Alors c'est un nom de fruit, pour le coup elle a repris un peu comme Orange, comme Apple justement. Est-ce que les fruits ça marche? Moi je trouve ça super. Ouais. Que ce soit leur produit d'ailleurs ou que ce soit le nom, je le trouve top. J'aime bien. Alors, je ne sais pas très bien si litchi se dit litchi en anglais, mais je pense que oui. Et il y a deux E, ils ont... Oui, parce qu'il y a deux E. Comme orange. Orange est un fruit qui se dit de la même façon en anglais et en français. Ça aide. Ça, je trouve ça bien. Bon. Je trouve ce nom, voilà, ça parle. On valide, très bien. Adopte un mec, il est reçu aussi, il est venu me parler de la com justement. Il travaille avec vous, je crois, en plus Marcel, je ne savais pas. Donc Adopte un mec, ça aussi, est-ce que c'est un bon nom? Ouais, le nom il est top, mais du coup il est bloqué sur le marché français. Mais le nom il est vraiment top, je trouve. Alors c'est un nom clairement français. Maintenant il est tellement fort ce nom qu'ils se sont fait une place très vite, quoi. Parce que, c'est ce que vous disiez dans le gain de temps, justement. Là, vraiment, on retient. Le nom, je pense qu'il l'a fait beaucoup dans le gain de temps. Il est fabuleux ce nom-là. Ouais. Alors, un autre entrepreneur qui est venu nous voir, Augustin, Michel Augustin. Alors là, c'est une autre stratégie. Ils ont mis leur nom, Michel Augustin, voilà, en toute simplicité. Est-ce que parfois aussi mettre son prénom ou son nom, c'est bien? Moi, je trouve que ça marche bien parce que c'est en rapport avec leur positionnement de dire. Authentique, on est authentique, c'est des petits biscuits qu'on fait nous-mêmes, presque dans notre propre cuisine. Ouais, je trouve que ça correspond bien. En tout cas, au tout début, c'était parfait. Bon. Une légère critique quand même. Ouais. Michel et Augustin, 6 syllabes. 6 syllabes, forcément, il va se passer quelque chose. Soit ça va devenir Michel, soit ça va devenir MNA. Mais voilà, il y a par exemple du pareil au même. Maintenant, il s'appelle DPRM parce qu'au jour le jour, on ne peut pas dire tout le temps 6 syllabes, c'est trop long. Pas trop long aussi les noms. Non, 4 syllabes, c'est le grand maximum. D'accord. Alors, un autre, Frédéric Mazzella, qui était venu parler de son site internet. Alors là, c'est une petite spécificité, c'est que ça s'appelait covoiturage.fr. Il a changé de nom pour s'internationaliser et s'appelait Blablacar. Alors, moi, je trouve, j'adore le concept, je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est génial. J'étais fan du nom, je trouvais ça hyper efficace. Sur un service comme ça, on comprend tout. Ils sont bien référencés, mais après Blablacar, je comprends pas, j'aime pas trop. J'adore covoiturage, moi. D'accord. Voilà. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont changé de nom, effectivement. Pour s'internationaliser, il me semble. C'est pour parce que covoiturage, évidemment, à l'étranger, ça marche moins. Alors Blablacar, il y a un petit clin d'œil pour les Français avec la chanson de France Gall, Blablacar, mais pour les étrangers, ça n'est pas forcément parlant. Et le blabla est un terme. Non, ça se dit en anglais, blabla. Ouais. Ça se dit en anglais. Alors évidemment, on peut pas. Alors ils ne sont pas venus sur ce plateau, j'ai un peu triché, mais c'est un nom que tout le monde connaît et qu'on a un peu critiqué au début. Google, imprononçable, un petit peu bizarre, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom Google, qui maintenant est rentré dans les mœurs, mais au début c'est vrai que c'était un petit peu difficile à prononcer. C'est dur à dire, je n'ai pas d'avis. Vous aimez bien Marcel, je crois. J'adore. Pourquoi vous aimez bien? D'abord, c'est une allusion à un livre que j'avais lu dans mon enfance et qui s'appelait 1, 2, 3 l'infini de Gamow. Et le Google, c'est un nom, c'est 10 puissance 100. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de molécules. Notion mathématique, ouais, le nombre de molécules de l'univers. Bon. Et on appelait ça un Google. Je trouve ça très drôle. En plus, ce nom est complètement décalé.
paradoxal, bizarre. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut. Et c'est devenu une des premières valeurs boursières mondiales. C'est génial. En tout cas, les startups qui sont venues avaient de bons noms. On va reprendre encore des questions des internautes. Marsupilami, quel est le processus créatif pour choisir son nom? Alors, on va aller un peu dans vos cuisines, Marcel. Comment est-ce que vous travaillez, vous, quand on vous dit voilà, je voudrais trouver un nom pour ma marque? Comment est-ce que nous, on fait des brainstorming, des recherches documentaires, etc. Mais moi, je dirais qu'il y a deux choses. Ou bien on réunit une bande de potes et puis une bonne bouteille de rouge et puis on passe 2 heures avec les règles du brainstorming qui est surtout pas de discuter de chaque nom, parce qu'on n'avance pas, mais de produire des noms, plein. On les écrit, on les punaise au mur, et quand on en a 200, 300, 400, on choisit. Ça, c'est le principe du brainstorming. Si on fait un nom, puis que l'autre dit « Ah ben non, mais ça c'est trop long, machin et tout », on n'avance pas. D'accord. Pas d'autocensure. Et pas de censure, tout simplement, pendant le brainstorming. Enfin, c'est-à-dire séparer la création et le jugement. Voilà. D'accord. Antonin, c'est ce qui s'est passé. Vous, pour Jimmy Fairly, c'était brainstorming. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions. Si on avait fait la méthode domaine, ça aurait été vraiment mieux. Avec du recul. Mais après, le faire entre amis, c'est toujours mieux. Avec un verre de vin rouge, c'est encore mieux. Et puis, on reste correct, là. Mais Et puis, non, par contre, il y a quelque chose, c'est que ce qui peut arriver quand on fait ça, quand on amène, par exemple, si on est seul sur le projet et qu'on amène plusieurs amis, c'est qu'on a des gens finalement qui ne connaissent pas grand-chose et ils peuvent tous se mettre à adorer un nom que vous n'allez pas aimer. Et là, ça peut être… ça peut être difficile. Ça peut être difficile, donc il faut quand même garder ses convictions et son bon sens. Est-ce que Marsupilami toujours nous demande quelles sont les étapes de définir un champ lexical de son univers? Est-ce qu'il y a des mots-clés qu'il faut un peu faire du mapping entre guillemets de mots-clés et essayer de broyer un peu tout ça? Vous savez, si vous faites ça, vous ne trouvez pas Google. Hein. Bon. On peut le faire, c'est une des méthodes parmi d'autres, dire dans mon univers, par exemple dans l'univers des lunettes, il y a le chiffre 2 parce qu'il y a en général 2 verres, qu'est-ce qui va par paire, etc. C'est une des directions de recherche, mais il ne faut surtout pas se limiter à ça, il faut ouvrir, il faut décoller le plus possible du sujet. Alors Farid nous demande aussi, et le logo dans tout ça évidemment, il reste 5 minutes pour en parler, le logo, je vais montrer celui de Jimmy Fairly. Comment ça s'est fait? Par qui vous êtes passé? Des amis? Je l'ai fait. Alors, je pense que c'est assez intéressant. Je l'ai fait tout seul. En fait, c'était au Startup Weekend. Donc, c'est un concept où on prépare un projet pendant 54 heures d'affilée. On n'est pas obligé de dormir. Du coup, moi, c'était juste après avoir trouvé Jimmy Fairly, j'ai bossé sur le logo et il y a ça qui est sorti. Petit à petit, donc il y avait une baseline en bas avec marqué Buy One Give One qu'on a enlevé. Ensuite, on a mis le point en monochrome, donc noir aussi, pour ne pas se lasser et pour ne pas être lié à une couleur. Ensuite, on a carrément enlevé le point pour être le plus simple possible. Et maintenant, vu qu'on passe sur un concept encore plus haut de gamme, on va changer le logo. Et l'idée, moi, ma conviction, en tout cas sur les logos mode, c'est qu'il faut quelque chose d'ultra intemporel, ultra simple. Et c'est tout autour de ce logo qu'on va ajouter des fioritures liées à la tendance du moment. C'est-à-dire qu'on a un logo tout noir, tout simple, en police sans sérif, on le garde à vie. Et simplement, si une année, c'est les imprimés Liberty qui sont à la mode, on va pouvoir mettre notre logo en imprimé Liberty, une autre année faire autre chose, mais on ne le touche plus après. Donc, très réfléchi, très bien. Marcel, des conseils pour le logo aussi quand on crée sa start-up? Est-ce qu'il y a des… Un logo peut quand même tenir un peu compte des modes, puisqu'un logo, quand même, ça change. Ça change. Disons, actuellement, c'est plutôt tous les 5-7 ans, on rafraîchit, on rajoute. Il ne faut pas tout changer, mais il faut rafraîchir, relifter. Sinon, il y a des logos très simples qui sont très bien. Là, quand on regarde la vie des logos en général, quand ils évoluent, des logos anciens, on s'aperçoit qu'ils vont toujours vers plus simple. Ça va toujours du compliqué au simple et jamais le contraire. Ça veut dire que si on fait simple au départ, là aussi on gagne du temps. Bon. D'accord, donc vraiment axé sur la simplicité, comme vous dites, là vous êtes… Très bien, écoutez, merci encore à vous pour avoir répondu à toutes les questions de nos internautes. J'espère que ça vous a bien aidé pour la suite de vos aventures. Merci à vous, bon vent pour vos startups respectives. Et merci à vous les internautes de vos questions. Cette émission a été réalisée par Dimitri Jouan et cadrée par François Lebosset. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Startup. Bonne semaine et bon appétit. Au revoir.